Au Guatemala, une équipe d'archéologues vient de démontrer que l'astronomie était plus qu'une science pour les Mayas. C'était en réalité un outil de propagande politique. Cette découverte, dans la célèbre cité de Tikal, permet d'éclairer sous un tout autre jour cette fascinante civilisation. Pendant plus de 400 ans, les ruines des cités mayas sont restées dissimulées sous la végétation luxuriante de cette jungle tropicale. On peut aisément imaginer l'impression qu'ont ressenti les premiers explorateurs au XIXe siècle lorsqu'ils ont mis au jour les ruines mayas. Et parmi celles-ci, une cité fantastique, classée au patrimoine de l'UNESCO, la Grande Tikal. La civilisation maya s'étend sur un territoire grand comme l'Allemagne. Mais ce territoire n'a jamais été unifié. À son apogée, on compte 50 royaumes avec des cités-États. À leur tête, des rois divins. Ils se font la guerre sans arrêt. Et l'un des plus puissants, c'est Tikal, là où nous nous trouvons. 90 000 personnes habitaient Tikal au 8e siècle, au moment où il était au fait de sa puissance. Et au fait de cette puissance, les rois font édifier des pyramides, comme ce temple 1, un prodige d'architecture. De cette majesté passée subsiste l'architecture monumentale du centre politique et religieux de la ville. Ces temples, ces pyramides, ces stèles et ces autels sont de précieux témoins de la grandeur de Tikal. Isolé au milieu de la végétation luxuriante, un complexe d'édifices a fait l'objet d'une longue enquête archéologique. Baptisé le Monde Perdu, ce serait le plus ancien observatoire astronomique maya. Grâce aux données de fouilles, les archéologues ont pu reconstituer ce complexe en 3 dimensions. À l'ouest d'une place se trouve une grande pyramide, peut-être le point d'observation des astres. Face à elle, à l'est, une plateforme et 3 temples, derrière lesquels se levait le soleil. L'archéologue Vilma Fialco l'a étudié pendant plus de 30 ans pour tenter d'en comprendre la signification. Qu'est-ce qui t'a fait penser que ce pouvait être un observatoire astronomique? Lorsque j'ai commencé mon enquête ici à Tikal et que je me suis intéressée à ces complexes architecturaux, on en connaissait déjà un exemple très bien conservé, situé dans la ville de Ouachactoun. Et comme Ouachactoun ne se trouve pas très loin de Tikal, je me suis dit qu'il serait intéressant de comparer l'architecture de ces 2 complexes monumentaux. Situé à une vingtaine de kilomètres de Tikal, voici les vestiges du complexe de Ouachactoun, une autre cité maya. En 1925, des archéologues y mettent au jour ces bâtiments orientés dans un axe est-ouest et nord-sud. En se plaçant sur le point d'observation, ils découvrent que les 3 temples sont parfaitement alignés sur les positions du soleil à chaque nouvelle saison. Au moment du solstice d'été, lorsque les jours sont les plus longs, le soleil se lève juste à l'angle du temple nord.
Tandis qu'au solstice d'hiver, lorsque les jours sont les plus courts, il se lève à l'angle du temple sud. À l'équinoxe, lorsque la durée du jour est parfaitement égale à celle de la nuit, le lever du soleil a lieu derrière le temple central. Les archéologues en déduisent alors qu'il s'agit d'un observatoire astronomique. D'autant plus qu'ils ont la preuve que les Mayas étaient de brillants astronomes, grâce à ces codex, des manuscrits pictographiques récupérés par les conquistadors sur lesquels sont consignés par exemple le calendrier lunaire ou les éclipses du soleil. Les archéologues découvrent aussi que les Mayas étaient de savants mathématiciens. En 2010, ils mettent au jour la maison d'un astronome à Chultun, au nord-est de Tikal. Sur les murs, des tables de calcul astronomique très complexes. Les Mayas connaissaient les concepts du zéro et de l'infini. C'est cette connaissance poussée des mathématiques, associée à l'observation des astres, qui a permis aux Mayas de devenir de fins astronomes bien avant les Européens. Le complexe de Tikal, qui ressemble fortement à celui de Ouachactoun, était lui aussi identifié comme un observatoire astronomique. Mais les découvertes de Vilma racontent une toute autre histoire. C'est un observatoire astronomique tel qu'on l'entend aujourd'hui? Pas vraiment. Le résultat de mes investigations m'a permis de déterminer qu'il y avait des anomalies structurelles sur ces complexes. D'ailleurs, si tu es d'accord, je t'invite à me rejoindre ici demain à 5 heures du matin et je t'expliquerai plus en détail ce que j'entends par anomalie structurelle. D'accord. Comme l'ont fait de nombreux Mayas, plus de 1500 ans avant nous, Vilma et moi grimpons avant le lever du jour au sommet de la Grande Pyramide. Même avec le peu de lumière qu'il y a à cette heure-ci. Ça y est, on est enfin arrivés. Les singes sont en train d'hurler partout dans la nuit. Ils nous souhaitent la bienvenue, à nous et au lever du soleil. Aujourd'hui est le premier jour du solstice d'été. Le soleil devrait se lever juste derrière le temple nord. Mais avec la brume, particulièrement épaisse en ce début de saison des pluies, difficile de l'apercevoir. Et donc c'est ici que les Mayas s'installaient pour observer le lever du soleil. Oui, nous sommes sur le point exact d'observation. Il est presque 5h30 et le jour commence à se lever. Nous avons de la chance. La brume se dissipe et, comme prévu, le soleil apparaît derrière le temple nord. En effectuant des mesures topographiques, Vilma a décelé des irrégularités dans l'alignement des bâtiments. Des mesures très précises nous ont permis de déterminer que ce complexe architectural n'était pas vraiment aligné sur le nord astronomique. Il est en fait décalé de 6 degrés et de 45 minutes à l'est. Mais ça ne pourrait pas être simplement parce que la position des corps célestes a changé au cours du temps depuis l'époque où les Mayas ont construit cette pyramide. On a envisagé cette hypothèse, mais il faut savoir que la position du Soleil lors des solstices et des équinoxes reste la même sur des milliers d'années. Mais alors peut-on imaginer qu'ils se sont tout simplement trompés et qu'ils ont construit leurs édifices de la mauvaise façon sans les orienter correctement? On sait que les Mayas sont capables de construire des alignements parfaits par rapport à des données astronomiques. Donc je pense que pour les architectes et les ingénieurs mayas, il n'était pas grave que ce complexe soit décalé. Donc par conséquent,
les observations astronomiques et les bâtiments en rapport, c'est quelque chose qui ne les tracassait pas tant que ça. Compte tenu des recherches que j'ai faites, je pense que cette imprécision n'avait aucune importance pour les architectes mayas. Ce qui veut dire que ce complexe avait une autre fonction. Il n'était pas utilisé pour observer de façon précise les solstices et les équinoxes. S'ils ne servaient pas à l'observation scientifique des astres, quelle était leur véritable fonction? Pourquoi avoir dépensé autant d'énergie, de main-d'œuvre et de matières premières pour les construire? Pour répondre à ces questions, Vilma a fouillé chaque recoin de ces édifices à la recherche d'indices. Et c'est devant le temple de l'équinoxe, dans une fosse, qu'elle a fait une découverte. Des vestiges qu'elle conserve précieusement dans cet entrepôt archéologique. Peter, je crois que c'est la caisse de l'enterrement multiple. Peux-tu m'aider à les déplacer, s'il te plaît? ¿Me podrías ayudar, por favor, a mover la caja? Bien sûr. Gracias. Merci. Quiero mostrarte un hallazgo. Je veux te montrer une découverte très importante qui a eu lieu lors des fouilles au pied de l'escalier du temple de l'équinoxe. Se encontró evidencia de un On a découvert les traces d'un sacrifice multiple comprenant 17 individus, dont des hommes, des femmes et des enfants, qui ont tous apparemment subi un acte de lapidation. que aparentemente están relacionados con un acto de lapidación. Et comment sait-on qu'ils ont été sacrifiés? Los antropólogos físicos hicieron Les anthropologues ont étudié minutieusement ces ossements señales et ils ont décelé des signes de violence sur les os. en los huesos. Y uno de los aspectos más Les plus importants, ce sont ces marques de coups que tu peux voir ici. golpes que notas aquí Ah ouais. que indican Elles indiquent que ces individus ont reçu des impacts de pierres ou d'objets contondants durant un processus de sacrifice. punzantes sobre ellos durante el proceso en el cual se llevó a cabo el sacrificio. Au sein des sociétés précolombiennes, les sacrifices humains sont des rituels qui permettent d'entrer en communication avec les dieux grâce au sang, considéré comme un liquide sacré. Chez les Mayas, les membres de l'élite gouvernante se livraient même à des autosacrifices. Ils se perçaient la langue ou les organes génitaux et récoltaient le sang qu'ils offraient aux dieux et aux ancêtres vénérés. En découvrant que des rituels avaient lieu dans le complexe astronomique, Vilma a fait avancer son enquête de façon décisive. Cet observatoire, en réalité, est un lieu de sacrifice? Además de haber Oui, servido et como cela ne nave s'arrêtait de pas là. sacrificios, estos complejos astronómicos como el observatorio de Je pense que ces grands complexes architecturaux, comme le Monde Perdu, étaient en fait utilisés comme d'immenses scènes où l'on organisait des cérémonies religieuses et publiques. relacionada con el poder religioso. Et donc, si je te suis bien, chez les Mayas, astronomie, religion et rituel étaient étroitement liés. Correcto. Tout à fait. Il existe une connexion très importante entre l'astronomie, leur vision du cosmos et bien sûr la religion. Y por supuesto la religión. Ce grand complexe était donc une scène de théâtre, avec pour toile de fond les événements célestes, les solstices et les équinoxes. Mais qui était l'ordonnateur de ces spectaculaires manifestations religieuses? Et quel était son but? À l'intérieur du temple de l'équinoxe, la découverte d'une stèle gravée a permis à Vilma de répondre à ces questions. La partie supérieure a disparu, mais on distingue encore le bas d'un corps, ainsi qu'une main portant un attribut royal.
Cette stèle représente le roi Chakchok Itchak II. Il tient dans sa main une hache en silex, décorée par une patte de jaguar. Et on voit qu'il piétine le corps d'un prisonnier, ce qui signifie qu'une cérémonie dans laquelle ce prisonnier sera sacrifié va très certainement avoir lieu. Cette représentation confirme l'intuition de Vilma, selon laquelle ce sont les rois qui organisent de telles cérémonies et font ériger des stèles commémoratives de ces événements. Ce qui est également intéressant avec cette stèle, c'est ce texte, gravé de l'autre côté. Il y figure le nom du roi, mais aussi une date à laquelle a été organisé le sacrifice décrit sur l'autre face. Cette date se situerait à peu près dans l'année 378 de notre ère. Ces cérémonies étaient organisées selon un calendrier très précis, établi sur la base de l'année solaire, du cycle de Vénus et d'une date mythique de la création du monde à partir de laquelle on comptait les jours écoulés. Ainsi, les cérémonies et les événements historiques comme les guerres, les alliances ou les intronisations pouvaient être enregistrés. Ces calendriers s'imbriquaient selon une mécanique complexe que seules les élites, le roi et ses prêtres, étaient à même de comprendre. Leur interprétation leur permettait de fixer les dates de cérémonie, mais aussi, pensait-il, de prédire l'avenir. Les rois se sont appropriés le savoir astronomique pour renforcer leur pouvoir et leur capacité à prédire l'avenir. De nombreuses cérémonies publiques devaient coïncider avec des événements astronomiques, comme par exemple les éclipses, les solstices ou les équinoxes. Cette capacité à utiliser le moment où ces événements astronomiques allaient avoir lieu devait être très impressionnante pour le peuple qui était réuni afin d'assister à la grandeur du roi. Les codex et l'iconographie permettent d'imaginer ces grandes cérémonies publiques. Et tout prend sens. Le roi et ses prêtres, tout en haut de la grande pyramide, pratiquant des sacrifices humains et des rituels de prédiction. Le soleil des solstices ou des équinoxes, convoqué pour éclairer la scène, et le peuple, massé au milieu de la place, subjugué par un tel spectacle. En faisant ériger ces monuments, les rois se font donc construire des lieux de mise en scène de leur pouvoir. Vilma a également découvert que les souverains sont allés encore plus loin. Ils ont transformé ces complexes de cérémonies publiques en mausolées pour entretenir la mémoire de leur dynastie. Je veux te montrer une découverte très particulière que nous avons faite ici, au temple de l'équinoxe, qui est aligné avec la grande pyramide. Seules les personnes très spéciales comme toi, les connaisseurs, peuvent entrer ici. Quel privilège! En fouillant sous la stèle du roi Chakchok Itchak II, les archéologues ont mis au jour 3 chambres funéraires qu'ils attribuent à la dynastie de ce roi. La plus importante, appelée tombe pentagonale pour sa forme, était symboliquement protégée par ses sculptures de jaguar. Notre étude du contexte de la tombe, de son agencement et de sa forme, nous a permis de comprendre que ces tombes étaient en fait conçues pour être réouvertes régulièrement. Les ossements et les offrandes étaient utilisés de manière rituelle, comme un culte aux ancêtres. C'était en fait une manière pour les rois de cette dynastie de s'élever au rang d'ancêtres déifiés, grâce au symbole de l'astronomie synonyme de sacré, de pouvoir et de religion, bien sûr.
En se faisant enterrer ici, les rois s'élèvent au rang des dieux. Dans ce mausolée, les archéologues ont mis au jour plusieurs objets destinés à accompagner le mort dans l'au-delà. Sur ce plat en céramique, on distingue les 3 temples du complexe. Avec derrière le temple de l'équinoxe, le soleil qui se lève. Le savoir astronomique, un symbole de pouvoir que le roi défunt emporte jusque dans la mort. Ni purement scientifiques, ni exclusivement religieux, ces édifices étaient donc des outils politiques instrumentalisés par le roi pour légitimer son pouvoir. Vilma a découvert que ces complexes se sont multipliés. À partir du 7e siècle de notre ère, en plus du monde perdu, utilisé à la gloire de leurs ancêtres, les rois se font construire des répliques simplifiées, à leur propre gloire. À Tikal, le roi Yashnounaïn II fait édifier une pyramide, aujourd'hui restaurée, qui marque la direction du lever du soleil. Lui faisant face, sa jumelle, encore couverte de végétation, marque celle des couchers du soleil. Les rois faisaient construire ces pyramides jumelles pour une seule cérémonie, le Khatoun, une période calendaire de 20 ans. Ça représente quand même un investissement énorme en termes d'architecture, de travail. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas contentés de continuer les cultes dans le Mundo Perdido, par exemple? Le monde perdu servait à rendre un culte aux ancêtres du roi, qui étaient enterrés. Alors que dans le cas des pyramides jumelles, le culte est dédié au roi lui-même, de son vivant et à sa grandeur. Donc on voit la nécessité pour les rois d'apparaître toujours plus puissants, plus légitimes en tant que souverains. À partir de ce moment-là, une nouvelle pratique apparaît dans laquelle chaque roi essaie de surpasser son prédécesseur en dépensant une énergie toujours plus grande pour construire un complexe à sa gloire. Sous cette végétation se trouvent les vestiges de pas moins de 7 complexes, édifiés en à peine 200 ans par les rois successifs de Tikal pour manifester leur puissance. Une surenchère architecturale qui ne suffira pas à sauver cette cité-État qui court à sa perte. Peu de temps après, au IXe siècle, c'est l'effondrement du système des cités-États. Tout cela disparaît. Oui, en réalité, on considère que les raisons pour lesquelles le royaume de Tikal a fini par s'effondrer sont multiples. La hausse démographique, le changement climatique, les guerres fréquentes, les rois tyranniques par exemple. Mais le plus important de tout, et là-dessus tous les archéologues sont d'accord, c'est que le système politique dans lequel les rois essayaient d'imposer leur pouvoir à travers un excès de cérémonies et de fastes finit par ne plus convaincre et par disparaître. Et les pyramides retournent à la jungle. Oui, les villes sont abandonnées, les monuments grandioses finissent par être recouverts par la végétation de la jungle. Tout ceci pendant des siècles, avant d'être finalement redécouverts et restaurés comme témoins de leur grandeur. Grâce à des archéologues comme toi. C'est un plaisir.